François-Henri Deshayrables, bonjour. Bonjour Darius. Vous êtes à 28 ans un phénomène littéraire, ancien hockeyeur, devenu écrivain, et pas n'importe où. La collection blanche de Gallimard, c'est la plus recherchée. Vous vous souvenez la première fois que vous avez vu le livre ? La première fois que je l'ai vu, oui, mais c'est surtout la première fois lorsque le manuscrit a été accepté. Ouais. J'ai envoyé mon premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, à 4 éditeurs, dont Gallimard. Et 3 semaines après l'avoir envoyé, j'étais à l'aéroport de Lyon en partance pour Istanbul, et j'ai reçu un mail sur mon téléphone de Jean-Marie Laclaftine, éditeur chez Gallimard, qui m'a dit vous allez être publié dans La Blanche, félicitations. Et j'ai eu des larmes, non pas de joie, mais de soulagement. Et au moment où j'étais dans la salle d'embarquement et où je tendais mon billet à l'hôtesse de l'air, qui, croyant déceler dans mes larmes une phobie de l'avion, m'a dit « Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, le vol va bien se passer ». Donc c'est un moment dont je me souviens. Ouais. On racontera votre univers, hein. Le hockey sur glace, la littérature, la Révolution française, la mort. On meurt beaucoup dans votre monde. Oui. L'amour aussi, évidemment. Mais quand même, si on s'attarde un instant sur cette collection, c'est vrai qu'il y a quelque chose de mythique, hein. Les plus grands ont été là. La couverture même, elle a été 1000 fois décrite, commentée. Le fond crème, le liseré rouge, c'est chic, quoi. Oui, c'est une très belle couverture. Ouais. C'est vrai que Gallimard, c'est la maison d'édition peut-être la plus prestigieuse au monde. Et je suis très content d'avoir publié dans cette maison d'édition et dans cette collection. Et lorsque je regarde ma bibliothèque, il y a beaucoup de livres dans La Blanche. Ouais. Vous regardez où est Deshayrables entre Drieux et... je sais pas, oui. Alors il y a Dumas qui ne doit pas être très loin. Il y a mon ami Arthur Dreyfus aussi, qui n'est pas très loin. Alors c'est la reconnaissance d'un très grand talent de style. C'est aussi la reconnaissance du choix de thèmes très fort, hein. Vous aimez bien les grandes histoires. Évariste, destin qui claque, hein. Génie des mathématiques, mort à 20 ans d'un duel. Oui, alors Évariste Galois, c'est un personnage assez fascinant que j'ai découvert à l'âge de 15 ans. Je lisais un livre qui s'appelle Le dernier théorème de Fermat, à une époque où je ne lisais pas beaucoup, mais ce livre m'était tombé dans les mains. Et Fermat, c'était un mathématicien français, enfin un diplomate français qui pratiquait les mathématiques en amateur et qui avait pour habitude d'annoter dans les marges. Et dans les marges d'un ouvrage de Diophante, il note « J'ai la solution à ce problème, mais je n'ai pas assez de place pour la développer ici ». Et pendant 3 siècles et demi, tous les plus grands mathématiciens, tous les plus grands esprits mathématiques du monde se penchent sur ce dernier théorème de Fermat. Et en 1995, un Britannique, Andrew Wiles, après 7 ans de recherche dans le plus grand secret, parvient enfin à résoudre ce dernier théorème. Et pour le résoudre, il utilise les travaux d'Évariste Galois. Et dans ce livre, sur le dernier théorème de Fermat, l'auteur brossait en quelques pages le portrait d'Évariste. Et moi, ça m'avait absolument fasciné de découvrir l'existence de ce jeune homme qui avait découvert les mathématiques à 15 ans, qui à 18 les avait révolutionnées et qui à 20 ans était mort en duel pour une jeune fille. Moi qui n'avais rien fait à l'époque. Votre succès a fait connaître à beaucoup de gens le monde Deshayrables. Alors, la Révolution, la guillotine, les grands destins entre la fin du 18e et le début du 19e, c'est votre paysage, hein. 18e, 19e, j'ai écrit 2 romans qu'on peut appeler historiques, même si c'est un terme que je n'aime pas trop. Mais ça n'est pas l'histoire qui était le moteur principal. Dans le premier, je m'intéressais vraiment à ce à quoi on pouvait penser dans l'imminence de la mort. Il s'avère qu'il y avait un vivier assez inépuisable pendant la Révolution française. Et dans le deuxième, Évariste, si Évariste avait vécu dans les années 1980, j'aurais quand même écrit sur lui. Voilà. Il s'avère qu'il a vécu... il n'y a plus de duel maintenant. Non, il n'y a plus de duel, en tout cas plus à mort, hélas. Hélas, vraiment ? Non, mais disons que c'était une époque où on plaçait son honneur au-dessus de sa vie. Et c'est ce qui a coûté la vie à Évariste Galois. Aujourd'hui, on s'envoie des tweets assassins, ou alors on divulgue des sextapes, ou alors on s'insulte sur Facebook. Voilà, on n'a plus se battre sur le pré à 30 pas avec des pistolets. Alors, vous êtes sûrement très modéré. D'ailleurs, quand vous parlez de la Révolution française, on sent une sympathie plutôt pour les modérés. Mais il y a une fascination en même temps de la violence, de la mort brutale. Non, alors, il y a un critique littéraire qui a parlé de mon premier livre en disant que c'était un livre anti-révolutionnaire. Ouais. Et alors moi, ça m'a beaucoup touché parce que non, je pense que la Révolution française, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la France. Il y a une phrase d'ailleurs que j'ai mis en épigraphe de Dickens. Il disait « c'était la meilleure des époques ». Mais aussi la pire des époques. Et c'est vrai que c'était la meilleure des époques, puisque c'est l'abolition des privilèges, c'est la consécration du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, mais en même temps, c'est la terreur. L'obsession des morts violentes, elle est là, hein, le duel, la guillotine. Hein, vous écrivez sur la guillotine, dont Tu montreras ma tête au peuple, les bruits de la guillotine, hein, c'est très frappant, le clic-clac-boum, c'est ça ? Oui.
Le clic, c'est quand on monte la lame. Et puis après, on la fait tomber, et puis la Ouais. tête tombe au fond du panier. Effectivement, on peut imaginer que ça faisait ce bruit-là, clic, clac, boum. Ouais. Vous êtes allé très loin dans la reconstitution, hein. Je crois que vous avez fait le parcours depuis la Conciergerie jusqu'à l'actuelle place de la Concorde, là où on guillotinait. Oui, alors aujourd'hui, on appelle ça la place de la Concorde. À l'époque, ça s'appelait place de la Révolution. Ah. Enfin, pendant la Révolution, on l'a appelé place de la Révolution. Et c'est vrai que là où se trouve l'obélisque aujourd'hui, se trouvait la guillotine. Et j'ai effectivement fait le trajet de la charrette depuis la Conciergerie, en passant sur le Pont Neuf et puis en montant jusqu'à la place de la Révolution. Vous jouez du contraste, hein, entre ces histoires très fortes et une langue qui est très recherchée, un peu joueur, hein. Dans vos premières pages, il y a une phrase qui s'étend sur 2 pages, il y a beaucoup de subjonctifs imparfaits, vous avez une langue très, très tenue, quoi. Dans mon premier livre, je n'ai pas pu prendre vraiment de liberté avec la langue, puisque c'est un narrateur de 1793-1794 qui parle la plupart du temps, et donc je ne pouvais pas prendre de liberté. Et pour Évariste, en revanche, je voulais absolument que ce soit un narrateur contemporain qui raconte l'histoire d'Évariste, puisque je pouvais vouloir m'amuser avec la langue, je pouvais pouvoir la tordre, la retordre, et pouvoir mêler à une prose parfois classique un langage plus relâché et insérer des mots du vocabulaire très, très, très contemporain. Oui, je voulais pouvoir m'amuser un peu plus avec le Vous vous langage. amusez, hein, beaucoup. Vous trouvez? Oui, Ouais, c'est l'impression que ça donne. je m'amuse. Disons que ce sont des sujets qui sont assez tragiques, et si on les prend tous les deux vraiment au tragique, avec une plume tragique, ça peut vite devenir plombant. Et je pense que tous les plus grands textes littéraires sont souvent très drôles. Moi, un livre qui m'a donné envie d'écrire, c'est Belle du Seigneur, d'un écrivain qu'on connaît très bien à Genève, Albert Cohen. Et c'est un des livres les plus drôles que j'ai pu lire. Et pourtant, c'est aussi une histoire très tragique. François Desherbes, votre parcours, vous savez que ça étonne évidemment. Hockeyeur, écrivain, à l'origine, on se dit c'est 2 mondes si différents. Il y a des points communs? Non, ça c'est une question qu'on me pose assez souvent, mais j'ai eu beau chercher, je n'en trouve absolument aucun. Alors hockeyeur, non, je suis avant tout écrivain. Vous êtes écrivain aujourd'hui, mais vous avez repris le hockey, hein. J'ai repris le hockey parce que j'avais besoin de me défouler, ça me sert d'exutoire, ça me permet d'avoir cette débauche d'énergie, non plus quotidienne, puisque je n'y joue plus quotidiennement, mais je joue encore 3 ou 4 fois par semaine. Mais vous citez un mot merveilleux de Hitchcock qui dit en gros que le hockey c'est un mélange entre la glisse acrobatique et la Deuxième Guerre mondiale, oui, c'est vrai. Le hockey est un mélange un savant mélange de glisse acrobatique et de Deuxième Guerre mondiale. Je pense que ça résume très bien ce sport qui est très populaire à Genève. Et le coach du Servette, Marty McSorley, souscrirait sans doute à cette phrase, lui qui aime bien un hockey un peu rude. La violence, ça fait partie du jeu, hein. Vous me disiez tout à l'heure, je vous observais, je crois que vous avez une cicatrice ici. Vous en avez plusieurs, hein. Oui, j'en ai plusieurs, j'ai 33 points de suture sur le visage. C'est les crosses, les palets. Et vous êtes violent vous-même? Non, sur la glace? Oui, j'ai un jeu assez... Vous savez, il y a 2 sortes de joueurs, ceux qui sont meilleurs avec la crosse et ceux sans la crosse. Moi, j'ai pas le talent pour être bon avec le palais et sans le palais. Moi, j'ai pas assez de talent pour être bon avec le palais, donc j'essaye d'être meilleur sans le palais, c'est-à-dire je suis défenseur, donc en mettant des mises en échec, en essayant d'apporter un peu de tenue. C'est vrai que c'est un sport assez violent, beaucoup plus que le football, où les joueurs, dès lors qu'on les touche, pourraient avoir un premier prix au conservatoire d'art dramatique, puisqu'ils se jettent comme ça. Un hockeyeur, s'il se casse une jambe, il ne sort pas de la glace tant que la deuxième n'est pas cassée. C'était une ambition, hein. Je crois que vous vouliez devenir hockeyeur, vous l'avez été à très haut niveau professionnel, mais aussi aux États-Unis. Toute mon enfance, j'ai rêvé de devenir un très grand joueur de hockey, que je ne suis pas devenu un grand joueur de hockey, hélas, donc c'est un peu la grande déception de ma vie. Et j'ai commencé à écrire à 18 ans, à lire de manière très assidue, une lecture boulimique à partir de 18 ans, et la littérature a peu à peu supplanté le hockey sur glace. Vous me disiez, vous étiez juré de lire la Bible, si vous aviez quoi, la coupe Non, mais quand j'étais jeune, je priais le soir pour jouer un jour en NHL et gagner la Coupe Stanley. Et je disais, si je gagne cette Coupe Stanley, qui est le Saint Graal de tout hockeyeur, eh bien je lirai la Bible. De telle sorte que je n'ai pas encore lu la Bible et que je ne la lirai sans doute jamais. Vos parents, de quel œil ils regardent vos succès? Je pense qu'ils sont assez contents, mais je faisais des études de droit. Et ma mère voulait absolument que je termine ma thèse. Elle était très, très à cheval sur ça. Un jour, j'ai eu un prix à l'Académie française. Donc il y avait une réception sous la coupole.
mon père m'a mis ma cravate entre deux rangées de gardes républicains, sabre clair avec le tambour qui battait, parce que je suis incapable de nouer les cravates. Et on est rentré dans l'académie et je voyais ma mère chercher quelqu'un du regard. Et puis je me demande ce qu'elle faisait. Et puis à la fin, je la vois, elle va vers Jean-Christophe Ruffin, un écrivain assez connu, académicien. Et elle lui dit dites à mon fils que la littérature c'est bien, mais qu'il devrait quand même terminer sa thèse de droit. Elle avait raison. Et j'ai décidé ce jour-là d'abandonner ma thèse pour de bon. Le droit, pourquoi? Pourquoi le droit à l'époque? Alors c'est très simple, vous allez voir à quoi tiennent les vocations. C'est parce que j'habitais à Amiens, je suis né à Amiens, et la fac de droit était juste à côté de la patinoire. Et donc ça me permettait de sortir très facilement pour aller m'entraîner. C'est pour ça que je suis entré en fac de droit. Parce qu'à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, si ce n'est jouer au hockey. La littérature, pour vous, c'est devenu un sacerdoce, c'est-à-dire vous vivez pour ça? Je vis pour ça, oui. Disons que la vie se confond avec la littérature, oui. Il y a des personnages littéraires, enfin des personnages fictifs dont je me sens aussi proche que certains personnages réels. Pour moi, Ariane et Solal sont aussi réels que mes sœurs ou mes parents ou la boulangère à qui j'achète le matin ma baguette de pain. Et oui, la vie se confond avec la littérature. Oui. Vous êtes un fou de lecture, hein. Il y a peu de gens qui, à ce point-là, sont investis dans leur lecture. Vous avez lu de manière... ouais, mais vous seriez étonné d'apprendre le nombre de livres que je n'ai pas lus. En fait. C'est jamais fini. Bon. Voilà, c'est jamais fini. Non, mais il y a énormément de choses que je n'ai pas lues. Je disais, on meurt beaucoup dans vos livres. Alors, dans Évariste, évidemment, c'est l'issue. Dans Tu montreras ma tête au peuple, hein, ce sont les récits des derniers jours des victimes de la terreur révolutionnaire. Alors, il y a une collection de bons mots, hein, ça repose entre autres là-dessus. Il y en a quelques-uns qui sont passés à la postérité. D'abord, celui de Danton. C'est un de vos plus beaux portraits. Vous l'aimez, Danton? J'ai beaucoup d'empathie pour Danton, beaucoup plus que pour Robespierre. Danton était un jouisseur, voluptueux, qui aimait les femmes, qui aimait le vin, qui était fort en gueule. Robespierre, lui, était beaucoup plus froid. C'était un ami d'enfance. Robespierre était un ami d'enfance de Camille Desmoulins. C'était son témoin de mariage, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de l'envoyer à la guillotine. Desmoulins, la phrase finale est très belle aussi. Hein. Il a crié le nom de sa femme, Lucille, juste avant que sa tête ne tombe dans le panier du bourreau. Et Danton a eu ce très beau mot, effectivement. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire sur ces derniers instants de révolutionnaire. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Il faut avoir l'audace quand même de prononcer cette phrase alors que l'on est à quelques secondes de la mort. Tout est grandiose, hein. Dans ces derniers instants. Il y a la reine Marie-Antoinette qui va à l'échafaud très digne, habillée en blanc, qui par erreur, marche sur le pied du bourreau. Hein. Et qui se serait excusée. Alors ça, c'est sans doute une histoire un peu apocryphe. On ne sait pas si ça a vraiment eu lieu, mais oui, on dit qu'elle se serait excusée d'avoir marché sur le pied du bourreau. Il y a Lavoisier aussi, qui aurait lu un livre sur la charrette le menant à l'échafaud, et qui, juste avant d'aller placer sa tête sur le billot, aurait mis un marque-page à la page à laquelle il a arrêté sa lecture. Et puis les Girondins qui étaient 22, et qui, lors de leur dernière nuit, ont donné un grand banquet à la conciergerie, et qui se sont retrouvés comme ça, tous ensemble, devant l'échafaud, qui ont chanté la Marseillaise, et l'intensité du chant diminuait à mesure que les têtes tombaient dans le panier du bourreau Samson, et de telle sorte qu'à la fin, il n'en restait plus qu'un qui chantait Vigée, qui était le seul à chanter la Marseillaise. Quand on écrit ça, on se dit forcément qu'est-ce que j'aurais fait moi-même. Vous vous êtes posé la question? Oui, on se pose la question. Ça part de là. Est-ce que j'aurais eu l'audace d'un Danton, l'élégance de Marie-Antoinette, ou est-ce que je me serais débattu comme Madame du Barry? Et la question est vaine, puisque je pense que seule une mise en situation peut nous permettre d'y répondre. Vous parlez de la foi dans vos livres. Il y a la foi de Charlotte Corday, évidemment, celle qui a tué Marat. Qui prie, elle prie pour que Dieu existe. Hein. Oui, mais alors ça, c'est mon propre rapport. Je place cette phrase dans la bouche de Charlotte Corday, mais je crois que c'est mon propre rapport à Dieu et à la religion. Oui, je prie pour qu'il existe. J'espère qu'il y a un Dieu. Enfin, un Dieu. Une sorte de vieux, là-haut, barbu, qui... Vous le nommez comme ça, de façon un peu irrévérencieuse, hein, c'est le vieux. Dans Évariste, oui, mais dans Évariste, il y a une sorte de... Oui, où je doute parfois de son existence, et puis à d'autres moments, j'y crois. Et je dis qu'Évariste, peut-être, y croit lui aussi au moment où il découvre les mathématiques, au moment où il trouve où la grâce semble tomber du ciel sur sa page. Vous avez 28 ans. Il y a un petit côté vieille France en même temps chez vous, hein, dans votre univers. Vous parliez tout à l'heure du prix à l'Académie française. Venise, c'est une de vos passions.
C'est pas vieille France, c'est vieille Italie alors Venise. Vieille Italie, mais enfin ça sonne plus Jean d'Ormesson ou Hélène Carrère d'Encausse que Amélie Nothomb, disons. Oui. Oui, Venise, c'est une ville qui est, on l'appelle la Sérénissime, c'est pas pour rien. Il y a un mot de Casanova qui résume très bien ça. Il arrive à Paris et Madame de Pompadour lui dit « Mais alors, j'ai entendu dire que vous étiez vénitien, c'est vrai, vous venez vraiment de là-bas ?» Il lui dit « Venise n'est pas là-bas, madame, mais là-haut. » Et je pense que ça résume très bien cette ville dans laquelle je retourne très souvent et j'aimerais y habiter un jour. C'est une ville qui est figée dans le temps et qui est absolument époustouflante. Ouais. Le fait qu'une ville comme Venise soit, comme vous dites, figée dans le temps, on peut se promener à Venise, ça n'a pas changé depuis 3 siècles. Ça rejoint ce que vous faites, c'est-à-dire se projeter. Ça n'a pas changé depuis très longtemps. Il y a une anecdote, un jour j'étais sur la place Saint-Marc avec un ami et vous savez, il y a 3 grands pylônes rouges sur la place Saint-Marc devant la basilique et je ne les avais pas remarqués. Et je dis à mon ami, mais tu les avais vus, toi? Et il me dit non. Et je dis, ils ont dû les mettre la nuit dernière. Et puis après, l'après-midi même, on se retrouve dans un musée, on voit un tableau de Canaletto, à peu près vers 1720, je crois, représentant la place Saint-Marc. Et on voit la place Saint-Marc donc, avec la basilique et ces 3 pylônes rouges. Effectivement, non, ils n'étaient pas là depuis la nuit dernière, mais depuis plus de 3 siècles. Donc, et tout à Venise est un peu comme ça. Quand on a 28 ans, qu'on a une telle réussite, on se dit quoi après? C'est quoi la suite d'une carrière d'écrivain? Le mot carrière vous va d'abord? Non, je ne sais pas. On se dit quoi? On se dit... on essaye de garder le feu sacré. Voilà. Et puis j'ai envie de faire du cinéma aussi. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Quel genre? Quel genre? Mais de réaliser. J'aimerais bien être... Je suis très cinéphile. Et je pense que oui, c'est une sorte de... Mais du cinéma en écrivain, en fait. Mais il y a des réalisateurs qui sont avant tout des écrivains. Woody Allen est un écrivain. On évoquait votre parcours tout à l'heure, l'enfance, le hockey sur glace. C'est une grande partie de votre vie. Hein. Vous avez été hockeyeur professionnel jusqu'à quand? Jusqu'à l'année dernière. J'ai joué à 15 ans, je suis parti aux États-Unis. Après, j'ai joué à Amiens. Puis j'ai joué à Lyon et finalement à Montpellier. Et après, vous savez, c'est très chronophage. En tout cas, à ce niveau-là, c'était assez chronophage. Ça me prenait 3-4 heures par jour depuis l'âge de 5 ans. Et j'ai voulu me concentrer vraiment sur la littérature, me consacrer à la littérature. J'ai abandonné et puis là, j'ai repris un peu. Je joue, mais à un niveau moins important. Il y a une légende dorée des hockeyeurs qui s'amusent beaucoup, qui draguent beaucoup les filles. C'était le cas? Non, mais j'ai rencontré la fille qui est ma fiancée aujourd'hui dans une patinoire. Voilà. Elle est venue à un match de hockey à Amiens. C'est un monde qui est extrêmement populaire aujourd'hui, le monde du hockey, cette espèce d'enthousiasme collectif, le bruit de la patinoire qui fascine tellement les gens qui y vont. C'est un deuil de sortir de ça? Ah oui, c'est très difficile. Ouais. Disons qu'il y a une véritable jubilation à rentrer sur la glace avec... alors nous, ce n'est pas les affluences suisses, mais quand je jouais à Lyon, il y avait 3000 personnes, à Montpellier, 1200. Oui, avec ces gens qui vous encouragent. Lorsque vous allez au bureau le matin, vous n'avez pas des gens qui sont là à crier votre nom, à taper dans les mains dès que vous faites quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'il y a c'est très différent de l'écriture, qui est quelque chose de très solitaire. Vous êtes dans votre chambre, votre bureau, à votre table de travail, seul pendant plusieurs heures. Oui, il y a une véritable... Je lisais dans vos interviews, il y a ces moments, par exemple, même où on brutalise un adversaire, où on se fait applauir. Effectivement, c'est un des rares sports où on est applaudi lorsqu'on fait mal à quelqu'un. C'est-à-dire lorsqu'on est applaudi, lorsqu'on projette un adversaire contre la balustrade. Et oui, c'est une véritable jouissance d'entendre les os craquer contre la balustrade. Vous en parlez bien. Vous trouvez? Vous pourriez écrire là-dessus un jour? Écrire un roman sur le hockey, je ne sais pas. J'ai écrit un texte qui est paru dans une revue littéraire sportive qui s'appelle Des Sports. Et un texte sur Alexei Tcherepanov, qui est un joueur qui était promis un très brillant avenir et qui est mort à l'âge de 19 ans en Russie, sur la glace. Il est mort sur la glace. Et j'ai écrit, un texte assez long sur lui. Vous êtes fasciné par les morts précoces. Mais c'est ça, il y a peut-être un tropisme pour la mort prématurée. Mais une des raisons, c'est qu'on se pose toujours la question, on se plaît au jeu de l'Uchronie lorsqu'il y a une mort précoce et on se demande « et si ?» Et si Rimbaud
à 20 ans, n'avait pas arrêté la poésie et que s'il nous avait laissé quelques vers dans le sillage de ses semelles devant, qu'est-ce qu'on aurait eu? Et si Raymond Radiguet n'avait pas été fauché par les soldats de Dieu à l'âge de 20 ans, de quelle œuvre eût-il accouché après Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel? Et on peut se poser la même question avec Évariste Galois. Où donc en serait l'algèbre aujourd'hui si Évariste Galois n'avait pas été fauché à 20 ans d'une balle dans le ventre? Donc ça, c'est une question, là encore, qui est vaine, mais qui est assez fascinante. L'urgence du temps, le sentiment que ça peut s'arrêter à chaque instant, on l'a tous, quoi. Mais vous l'avez particulièrement? C'est difficile à répondre, mais je pense avoir pris conscience assez tôt de la préciosité du temps, oui. Il n'y a pas non plus un sentiment d'urgence. Vous savez, il y a une phrase que je n'aime vraiment pas, carpe diem, c'est-à-dire vivre le jour comme s'il n'existait pas de lendemain, carpe diem, quoi, minimum credula postero, ce qui empêche de forger une œuvre, en fait, dans la jouissance. Et il y a une phrase que je préfère, puisque si on reste dans les citations latines, c'est memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, donc essaie de faire quelque chose. Votre lectorat, vous avez conscience de qui il est? Il est très hétéroclite. Ouais. Il va de vieilles dames à de jeunes garçons, de jeunes filles. Vous les rencontrez dans les salons du livre, dans les signatures, etc. Oui, je vais dans les salons, dans les librairies, dans des lycées parfois. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Là encore, c'est très... Non, mais en général, les gens sont très bienveillants. Lorsqu'ils viennent à votre rencontre, ils sont plutôt bienveillants. C'est pareil, quand vous recevez des lettres, en général, c'est très élogieux, mais il m'est arrivé assez récemment de recevoir une lettre qui commençait par « Cher monsieur, je vous écris pour vous faire part de ma déception à la lecture d'Évariste ». Et là, le lecteur me mettait point par point pourquoi il n'avait pas aimé. Et en l'occurrence, c'est parce qu'il trouvait qu'il y avait la scène de sexe, la scène de masturbation dans le collège. Évariste avait du génie, mais ça ne m'empêchait pas d'être un jeune homme. Mais je réponds à chaque fois. Je n'ai pas encore répondu à cette personne, mais je vais lui répondre. Merci François-Henri Deshayrables, on vous lira. Évariste, et tu montreras ma tête au peuple. Vous écrivez en ce moment? Oui, j'écris un livre qui tourne autour de Romain Gary, d'un personnage de La Promesse de l'Aube. Et ça sortira quand? Ça sortira quand il sera terminé. Je laisse toujours un an entre la remise du manuscrit et la publication du livre. Et donc je pense que ça sera vers 2017. Vous êtes discipliné, les écrivains disent souvent, ils ont peur et en même temps ils attendent le téléphone qui va les déranger, l'ami qui les appelle, la copine avec qui sortir le soir. Je mets mon téléphone en mode avion et voilà, comme ça j'ai aucun problème quand j'écris. Travailler, c'est une passion? En fait, je passe le plus clair de mon temps à lire et j'ai l'impression de travailler quand je lis, donc oui, c'est une passion. Oui. Lire et écrire, oui. On en devient monstrueux par rapport aux autres? Il y a des monstruosités qui sont un peu plus monstrueuses que celle-là. Oui. C'est un vice qui n'est pas inavouable. Merci. Je vous en prie.